Donc, la géomatique, c'est une science, ou bien c'est une discipline qui regroupe euh, la science géographique et la science informatique. Donc, ces deux sciences sont regroupées dans un même domaine pour parler de la géomatique. Le géo fait appel à géographie. Le matique, c'est l'informatique, c'est du grec. Donc, pour ça, géomatique, on a dit, c'est un domaine multidisciplinaire. Elle regroupe quoi? La science géographique, la cartographie, euh, la géodésie, de la télédétection et surtout des systèmes information géographique. Dans le système information géographique, quand on voit déjà, il y a le système qui est ajouté dans l'information géographique. Donc le système, c'est lui qui est à l'origine qui est à l'origine de l'informatique appliquée à l'information géographique. Donc, son objectif principal, c'est de recueillir des données, d'analyser, de les gérer, de les représenter géospatialement, c'est-à-dire que des données spatiales, ou bien des données recueillies spatialement et qui ont des coordonnées géographiques sur la surface de la Terre. Donc, comment la géomatique a été découverte? Bien, depuis quand elle existe? La géomatique existe depuis l'Antiquité, depuis des millions d'années. On peut dire qu'elle existe depuis lors de la division continentale et surtout des pays. Elle existe depuis lors de création des premières cartes. Donc, quand on parle de premières cartes, on a tendance à dire les cartes continentales. Ça, c'est carte des continents africains, ça, c'est continent européen, ça, c'est continent américain. Donc, depuis cette époque, c'était de la géomatique, mais elle n'était pas aussi révolutionnaire. Donc, c'était de la géomatique, mais pas de révolution. Puis, il est venu le temps de la division des pays, ce qui nous a conduit à avoir des cartes, comme la carte Mauritanie, la carte France, la carte des États-Unis. Donc, tout ça, c'était des géométriques. Et à partir de ça, il y a eu de nombreux de personnages qui ont amené des idées et qui ont contribué à l'évolution de ce domaine. On parle évidemment, on parlera de monsieur Abu Abdallah Mohamed Al-Idrissi, Al-Khoudobi. Celui, celui-là, il était un géographe, surtout un cartographe aussi. Mais lui, c'était pas en époque aussi très ancien que ça, parce qu'il est venu après quand même la création de continents et tout ça. Donc, lui, il était un voyageur simple, musulman, et il est d'origine marocaine aussi. Il voyageait entre l'Afrique, donc du Maroc, en bateau dans la mer pour aller au Canada. Donc, en faisant ce voyage, il prenait, il dessinait des cartes pour pouvoir trouver des chemins plus courts et pour pouvoir faire des voyages plus courts aussi. Donc, à partir de ça, il a mis en place un sigle qui lui montre s'il prend ce point, il le relie à un autre point, il doit, ces coordonnées-là, il les note dans un papier, il dit que voilà, si je prends ce point vers ce point, je prendrai plus de temps. Donc, je vais prendre l'autre point pour diminuer mon voyage. Donc, Al-Idrissi, il est vraiment parmi les hommes qui ont contribué à l'évolution de cette domaine-là. Après lui, c'est venu Roger Tomlinson. Et bon, Roger Tomlinson, dans le monde actuel, on dit c'est le father of you gave a new démission. Donc, c'est le père fondateur ou bien c'est le père du SIG. Donc, qui dit SIG, on a dit SIG, c'est un outil de la géomatique. On a dit donc la géomatique, il fait appel à la cartographie, de la géographie, des SIG, de l'informatique, donc du SIG. Lui, on l'appelle le père fondateur du SIG parce que dans les années 60, le gouvernement canadien lui a mandaté un mandat pour qu'il fait un SIG pour la gestion des ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles au niveau du Canada. Donc, qui dit gestion des ressources naturelles parle évidemment de gestion de l'eau, ou bien des pétroles, ou bien de l'air, donc des ressources naturelles, ou même des végétations. Donc, pour ce faire, il a mis en place un SIG
Et c'est lui le premier personne qui a mis en place un sigle marchand. Et c'est à partir de lui que tout le monde a pu avoir un sigle marchand. Puis, c'est venu après lui celui qu'on appelle Jack Dangermond. Bon, Roger Smith Tomlinson, lui, il est mort en 2014. Donc, mais Jack, lui, il est en vie. Et lui, c'est le père fondateur de l'entreprise Estrie. L'entreprise Estrie, c'est la plus grande entreprise du monde qui crée des logiciels de SIG. Donc, il a créé cette entreprise avec son épouse. Avec son épouse. Lors de cette création, ils avaient mis en place un cabinet de conseil sur la géographie. Donc, à partir de ça, ils ont développé pour avoir une entreprise qui crée des logiciels. Et d'ailleurs, il y aura un de logiciels qu'on va parler, c'est spécifiquement eux qui l'ont mis en place. Et c'est le logiciel le plus puissant parmi les logiciels SIG, mais problème qu'il n'est pas open source. Mais avant CD, il y avait John Snow. John Snow, lui, c'est un médecin. C'est un médecin. Donc, voilà, déjà, avant qu'on arrive au niveau du domaine, déjà, la médecine rentre dans la géomatique. C'est un médecin. Euh, dans les années 50, 1854, donc, il y avait eu de l'apparition de choléra. Donc, le choléra qui a touché vraiment le monde. Et ce choléra avait touché exactement l'Angleterre d'une manière vraiment très, très, très dévastatrice. Donc, lorsque ce choléra a commencé à propager d'une manière incontrôlable, il a mis une idée en place d'enquêter et de voir comment cette propagation se fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cartographié les zones, ou bien il a cartographié un quartier complet. Il a remarqué que ce quartier-là, il y a une zone qui a vraiment une concentration accrue de contaminants. Cette zone-là, il y avait beaucoup de contaminés et il a confirmé que le problème vient de ces zones-là. Il est parti sur place, il a trouvé que dans cette zone, il y avait un, un pompe à l'eau. Une pompe à l'eau. Il a trouvé qu'il y avait une pompe à l'eau. Et cette pompe à l'eau, c'était une pompe à l'eau publique. Et tout le monde vivait à partir de cette pompe. Donc, il a dit, le problème vient de cette eau. Cette eau, elle est contaminée et c'est elle qui fait passer cette maladie dans toute la ville. Il a convaincu les autorités à fermer cette pompe pendant au moins une semaine et il verra est-ce que ce qu'il avance c'est juste ou non. Et lorsqu'ils ont fermé ça, même pas dans 3 à 4 jours, ils ont remarqué la diminution de propagation de la maladie et surtout dans la zone même. Donc, c'était la première personne à faire une carte sur une épidémie pour montrer sa propagation, pour comprendre le rôle de SIG ou bien de la géomatique sur la santé publique. Puis, il y a eu Waldo Tobler. À lui, ce qui le rend plus connu, c'est son loi, sa loi qui dit que tout est lié à tout, mais les choses plus proches sont plus liées que les choses plus loin. Cette loi, c'est la loi de géographie, exactement. Donc la géographie, tout est lié à tout, mais les choses les plus proches sont plus liées. Par exemple, quand on prend l'exemple d'une voiture et d'une personne, disons qu'une personne est assise au bord d'une route. Sur sa chaise, il y a rien qui passe. Mais s'il y a une voiture qui vient, il va entendre d'abord un peu de bruit. Mais au fur et à mesure que la voiture lui se rapproche, la bruit va devenir plus, il va l'entendre de plus. Mais au fur et à mesure que la voiture lui s'éloigne encore, ce qu'il entendait diminuer jusqu'à qu'il n'entend plus. Donc c'est pour cela qu'il a dit que le bruit et la position sont exactement liés. Mais de manière, à chaque fois, s'il y a rapprochement, la liaison augmente. S'il y a éloignement, la liaison diminue. Donc, qu'est-ce qui compose la géomatique? Ce qui compose la géomatique, exactement, premièrement, on va parler de la géodésie, comme on a dit en premier lieu.
Donc la géodésie, c'est la science qui mesure quoi? Qui mesure exactement la représentation précise, la forme et la taille de la Terre, ainsi que les positionnements exacts aussi des points de la surface. C'est-à-dire que à partir de la géodésie, c'est la science qui vraiment mesure exactement la forme de la Terre. Et quand tu trouves le point géodésique, ça, c'est des choses les plus précises au monde. Et c'est pour cela que c'est une science vraiment très sensible pour des pays. Pourquoi sensible? Parce que même tellement elle est sensible que dans les études, on ne on l'apprend pas exactement pour un pays spécifique. On ne peut même pas l'apprendre en profond. On apprend seulement que les bases les plus importantes, mais on ne rentre pas dans la profondeur. Parce que si on rentre dans la profondeur pour un pays, il devient très vulnérable. Imaginons qu'il y a deux pays qui sont en guerre. Par exemple, je prends l'exemple de l'Israël et de Palestine, exactement. Si un de ces pays trouve les coordonnées géodésiques de l'autre, c'est fini pour lui. Parce qu'en une seule missile, il fait l'éradiquer facilement. Donc ça, c'est une science vraiment, vraiment, vraiment très sensible. Et elle est aussi très intéressante pour la géométrie. Il y a la cartographie. La cartographie, c'est de l'art. La cartographie, c'est de la création. La cartographie, c'est de la production. La cartographie, c'est de la présentation par des cartes. Donc, par exemple, si vous regardez à gauche de l'écran, vous verrez une carte de la Mauritanie. Donc, cette carte, c'est à partir de la cartographie, c'est la science de la cartographie qui l'a mis en place. Quand on regarde bien, bon, elle est belle, mais elle n'a pas aussi coloré que ça, donc elle est très belle. Donc, le carte, elle représente la moitié de la Terre, ou bien une partie de la Terre, d'une manière vraiment qu'on dit, c'est exactement cette partie qui est là. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque composante, mais ce sont très intéressants. Donc, on a parlé du SIG. Du SIG, c'est lui vraiment le père de la géométrie pour moi, ou bien pour tous les géométriciens. Le SIG est le père de la géométrie. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà les coordonnées géographiques, donc il a des informations géographiques, il a des systèmes, donc ce système fait appel à l'informatique, donc, donc il nous permet de recueillir des données, il nous permet de gérer ces données-là quand on les recueille, quand on les recueille, il nous permet de les analyser, il nous permet de les représenter de manière géographique, dans la géographie, et de les combiner aussi des informations spatiales. Et ces informations, ils sont composés des attributs et d'autres choses. Et ça, ce sont des détails qu'on ne peut pas rentrer dans ça, parce que si on rentre dans ça, ça devient de cours et ça va prendre plus de temps que prévu. Euh, bon, ce qui suit, ce sont des technologies qui composent la géométrie. Ces technologies, on va parler d'abord l'apparition des satellites dans les années 60. Ils sont, j'avais oublié de le souligner en premier lieu, ils sont vraiment parmi les objets qui ont révolutionné la géométrie. Parce qu'avant, il fallait pour faire une carte, il fallait dessiner à la main. Et il fallait estimer des estimations vraiment très difficiles. Parce que quand je me dis là où je suis, je vais dessiner la carte de Nouakchott, par exemple. Et que j'ai pas de photos, j'ai pas des images, j'ai rien. Je vais vraiment prendre des années pour dessiner cette carte. Mais aussi, cette carte sera estimée. Elle ne sera pas aussi exacte que ça. Mais lors de l'apparition des satellites, ces satellites ont facilité cette vie-là. Ils mettent des images en place, des images en ligne et des images accessibles par des personnes qui en ont besoin. Et à partir de ces images, c'est très facile de comprendre la limite de chaque euh, administration et de les dessiner sans problème.
Donc ça, c'est des années 60. Puis, les États-Unis, ils ont mis en place ce qu'on appelle Global Position Systems, donc le système positionnement global, qui est les GPS. Ces GPS, lui, non seulement il donne des informations, mais aussi, quand il donne une information, c'est à l'heure. C'est à l'heure exacte. Et cette information, elle a ses coordonnées proprement. Et puis, il y a eu l'apparition aussi de drones. Donc, ces drones, on peut dire, c'est une deuxième partie de la technologie. Il y a des capteurs embarqués. Donc, les capteurs embarqués, ils peuvent être dans des satellites, dans des drones, ou bien même, tu peux même créer ton propre capteur embarqué et tu le mets dans un ballon. Ça existait aussi avant l'apparition de satellites. Il y avait eu des avions qui prenaient des photos. On prenait des avions ou bien des hélicos pour prendre des photos dans une zone et les représenter comme on veut et tirer des informations qu'on voulait. Ou bien il y avait aussi des ballons. On montait dans des ballons et on s'envole pour prendre des photos. Donc, puis il y a des bases de données. Les bases de données là, elles seront créées. Il y a aussi des logiciels, comme les logiciels SIG. On va voir ça après. Donc, le SIG ou système d'information géographique, ça, j'espère qu'on a bien expliqué ça. Mais ça, vraiment, c'est un domaine ou bien c'est une matière dans la géomatique. Donc, si vraiment tu veux être un géomaticien, tu es obligé d'avoir connaissance d'abord de l'informatique en tout petit peu. L'informatique, c'est pas aussi obligatoire que ça. En connaissance un peu en anglais, mais surtout, ce qui est obligé, c'est la connaissance en SIG, le système d'information géographique. Là, c'est obligatoire. Donc, c'est un outil qui permet, comme on avait dit, collecter, gérer, analyser et visualiser des données géographiques. Donc, il combine l'information géographique avec données attributaires pour créer des cartes et aussi avec l'informatique elle-même. Et de faire aussi des analyses spatiales. Des analyses spatiales, c'est-à-dire que, comme j'avais dit tantôt, les images satellitaires, ce sont des images plus prises spatialement parce que les satellites sont dans une distance vraiment très éloignée un peu de la Terre. Donc, ce sont des milliers de kilomètres, donc des milliers de kilomètres. Et donc, ces images, si on les prend spatialement. Et ce sont des zones très vastes. Ce qui limite les drones, et ce sont des zones moins vastes. Donc, lorsqu'on a parlé des satellites, on a parlé de la télédétection. Quelle est exactement la définition de cette télédétection? Nous permet de faire des mesures sur la surface de la Terre sans contact direct avec la Terre elle-même. On obtient des informations sur la Terre, mais on n'a aucun contact avec la Terre. Il nous donne des informations sur cette Terre, mais il n'a aucun contact avec la Terre. Des informations sur la végétation, les sols, donc les sous-sols, l'eau, les infrastructures, l'urbanisation. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qu'on peut tirer à partir des données satellitaires, c'est-à-dire à partir des données de la télédétection. Donc, la photogrammétrie, c'est une des technologies aussi. La photogrammétrie, on peut dire, c'est la télédétection à partir des drones. La seule différence entre cette télédétection et la télédétection satellitaire, d'abord, c'est la distance de prise de vue, les angles de prise de vue aussi, bon, et aussi la surface de prise de vue. Parce que si un satellite prend une image, elle va prendre une image par exemple d'un pays complet. Je peux trouver une image de Mauritanie complète à partir d'un seul satellite. Mais pour un drone, je peux prendre seulement une image par exemple qui ne dépasse pas 10 km. Je pense que les images, les surfaces les plus grandes de drones, ce sont qui ne prennent pas de 20 km. Le plus grand, c'est entre 10 et 20. Donc le reste, c'est de 1 km, c'est de 2 km, et le reste même plus proche. Mais il donne des informations plus claires que
les satellites. Par exemple, si je prends une photo à partir de drone, imaginons, disons, pour l'université de Nouakchott, je peux identifier parce que déjà la distance, elle peut prendre euh, 15 km de hauteur, alors que le satellite, lui, il est à des milliers de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Mais le drone, il est à des quinzaines de kilomètres. D'abord, si je prends la photo du drone, l'image du drone, on ne peut pas dire photo, on va prendre l'image du drone. Donc, l'image du drone, si je prends, je peux identifier ça, c'est une personne, ça, c'est un arbre, ça, c'est une vache, ou bien ça, c'est un chameau. Donc, je peux identifier, je peux connaître ce qui est là. Mais à partir de l'image satellitaire, elle, tant que je ne connais pas le signal de chaque élément, je ne peux pas dire ce qui est là. Il faut que je connaisse le signalement de l'eau, le signal de l'homme, le signal de végétation, le signal de la terre. Donc, chaque chose sera transmise par sa signal. Donc, ça aussi, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais euh, j'aimerais vraiment si on arrive comment à s'intéresser à ces domaines, qu'on continue sur le lancer de faire des séminaires de ce genre, surtout sur chaque composante ou bien sur chaque euh, filière ou bien sur chaque domaine qui compose ou bien sur chaque discipline qui compose la géomatique. C'est-à-dire, on parle des signes, de la photogrammétrie, de la télédétection et tout ça. Donc, chaque chose peut prendre un minimum un mois ou plus si tu veux le comprendre. Mais quand même, des séminaires résumés peuvent te faire comprendre, tu peux te faire gagner du temps sans problème. Donc, quels sont les domaines d'application de la géomatique? C'est là l'importance. Donc, le SIG. Donc, quand on parle de géomatique, toujours on va revenir le SIG, la télédétection. Le SIG, la télédétection. Donc, les SIG, où ils sont utilisés? Dans l'aménagement territoire, la gestion des ressources, l'urbanisme, l'environnement, la santé publique, l'agriculture. Donc la santé publique, on a donné un exemple de John Snow, comment il a cartographié l'épidémie du choléra. Désolé. Donc, sur l'urbanisme, pourquoi on a dit il a un rôle sur l'urbanisme? Par exemple, disons qu'on veut créer ou on veut construire une autoroute entre, par exemple, Nouakchott et Kankos. Déjà, il y a une autoroute qui existe, mais disons qu'on veut construire une autoroute entre les deux. Et cette autoroute, si pour la construire, on est obligé d'aller sur le terrain, inspecter et voir où on peut passer. Ici, il y a rivière, on ne peut pas passer par là, ou bien si on veut passer par là, il faut faire un pont. Ici, il y a des arbres pour passer par là, il faut qu'on coupe ces forêts-là. Donc, tout ça. Donc, il faut aller sur le terrain. Et ça prend du temps. Mais avec le SIG, c'est très facile. Tu vas cartographier cette donne et tu vas voir tout ce qui existe et tu donnes ton avis sur ça et tu donnes ce qui est à éliminer, ce qui est à faire et ça devient très facile. C'est aussi pareil dans une ville aussi. Par exemple, on veut construire une route dans la ville. Mais il y a eu des maisons très rapprochées, tout ça, tout ça. À partir d'une seule image, on peut tout estimer, on peut tout calculer. On va dire que cette maison devrait être enlevée, la route devrait passer par là. On mesure, on donne le mesure et la route comment elle va être. Et ici, il y a un pente très douce. Ici, non. Donc ici, si on construit ici, on devra faire quelque chose d'autre. Ça, désolé. Donc, la gestion des ressources naturelles. Je vais prendre l'exemple de l'eau. On sait maintenant, avec ces changements climatiques, et donc ça aussi, c'est le rôle de la géomatique. Il a un très grand rôle sur le changement climatique. Il nous permet vraiment de prédire, de prévenir et de lutter contre les changements climatiques. Alors, donc, avec ces changements climatiques, on voit que
il augmente, la température augmente de plus en plus. Et aussi la température augmente, les gens qui ont fait DPDE comprennent normalement, il y aura augmentation de l'évaporation. Il y aura augmentation de l'évaporation et l'évapotranspiration. Donc ça, c'est du côté végétal. Mais l'évaporation, si l'évaporation augmente, les eaux superficielles diminuent obligatoirement. Mais les mers vont augmenter. Et ça, qu'est-ce qui le pose? Il y a eu des fontes de glace, donc les glaces qui font là. Et là, donc l'eau douce va diminuer. Donc pour faire la gestion de cette eau, on peut faire appel au SIG. Le SIG nous montrera des zones qui ont des eaux et des zones qui ont besoin vraiment qu'on les implante des eaux artificielles. Bon. Eaux artificielles, c'est une manière de parler. Mais par exemple, si on regarde l'exemple de Didini, la nappe Didini, là, je parle en tant que gestionnaire d'eau. La nappe Didini, on comprend maintenant qu'il y a eu rentrée de la mer. La mer a commencé à rentrer dans cette nappe. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement été utilisée, mais elle n'a pas été alimentée. Mais si un jour on décide de l'alimenter, c'est-à-dire qu'elle va s'augmenter et elle va limiter le déplacement de la mer. La mer va se déplacer, mais au moment qu'elle vient, la nappe aussi sera saturée déjà. Mais ce qui n'est pas le cas, la Mauritanie, c'est un pays vraiment qui ne gère pas son eau. Alors, ils ont de la chance, c'est le pays aussi qui a plus de sens. Elle a toutes sortes de eaux, que ce soit superficielle ou souterraine, mais on ne les gère pas comme il le faut. Donc, on peut aussi parler de pétrole, tout ça, ce sont des exemples. Donc, j'avais dit que si on parle de la géomatique, on parle du SIG et de la télédétection. Donc, la télédétection aussi, il va parvenir sur la cartographie, il va venir sur la surveillance environnementale. Lui, il surveille l'environnement. Comment il surveille l'environnement? Avec lui, on peut lutter contre des catastrophes naturelles. On peut même lutter contre des catastrophes causées par l'homme. Qui dit catastrophe naturelle? Donc la gestion des ressources naturelles, ça c'est déjà on parlait d'ici, mais la télédétection a son rôle aussi. Donc la prévention de catastrophes naturelles. Qui dit catastrophe naturelle dit par exemple le sécheresse, les inondations, des sortes comme ça. Et ce qui s'est passé à Dubaï il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'était quelque chose de catastrophe naturelle. Et ça a vraiment touché beaucoup de choses et ça a gaspillé beaucoup de choses. Et ça a détruit beaucoup de choses aussi. Donc, à partir de la télédétection, on peut prévenir, on peut limiter ces dégâts-là. Parce qu'on peut calculer le temps de retour de ces catastrophes. Parce que chaque catastrophe naturelle, grand qu'il soit, petit qu'il soit, il a un temps bien défini. Donc, s'il apparaît cette année, quand on l'estime, on peut trouver qu'il peut apparaître dans 5 ans, ou bien dans 10 ans, ou bien dans 100 ans. Ça dépend de la zone. Ça dépend du continent. Ça dépend surtout de la position de la zone. N'est-ce pas? Donc, les sécheresses aussi, quand on est avec une année de sécheresse, cette année, on sait qu'il y a eu sécheresse. Qu'est-ce qui a posé cette sécheresse? C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations pendant la période hivernale. Ces manques de précipitations, on peut prédire quand est-ce qu'elles reviendront. On peut prédire, bon, ce sont des préventions, donc là, vraiment, on rentre dans le cas où l'humain est en train de défier la réalité ou bien de défier la nature. Et il tombe souvent dans des pourcentages exacts, dans ce qu'il attendait. Il tombe souvent dans ce qu'il attendait. Donc, la gestion aussi des catastrophes causées par l'homme. On prend un exemple de feux de forêt. Donc,
c'est une émission qu'est-ce qui donc dans nos villages souvent les forêts il y aura des faux du feu et ça détruit ça allume toutes sortes de l'herbe les arbres disparaissent l'herbe disparaît. Je suis désolé encore. Et on se retrouve dans une année où il n'y a pas d'herbe pour nos animaux, il y a peu de l'eau. Donc avec la géomatique, on peut lutter contre ça. On peut prédire si il y a eu le feu dans ces forêts. Directement, on peut avoir un message, il y a eu le feu dans ces forêts. Et il y aura l'intervention le plus rapidement possible pour que ça ne prenne pas de grandes zones. Donc, on est arrivé sur les exemples. Désolé, Bernard. Donc voilà. J'avais parlé d'être géomaticien avant qu'on rentre dans les exemples. J'avais parlé d'être géomaticien, vraiment. Qu'est-ce qu'être géomaticien? J'avais dit il faut avoir de la connaissance sur le SIG, un peu de l'anglais, un peu de l'informatique. Bon, pour moi, gars, l'informatique devrait être aussi vraiment obligatoire parce que c'est un atout très important. Ça, ce sont les bases. Mais être géomaticien aussi, il faut savoir lire une carte. Lire une carte et il faut savoir aussi faire une carte. Lire une carte, c'est par exemple cette carte. Je suis en face d'une carte. La première chose que je devrais regarder, c'est qui compose cette carte. Mais la première chose que je devrais aussi, la deuxième chose que je devrais rajouter, c'est le titre de la carte. Bon, quand je regarde en haut, je vois carte de précipitations annuelles en rime. Donc, carte de précipitations annuelles en rime 2021-2022. Maintenant, je sais, la carte parle de quoi? Elle parle de pluie qui a tombé en Mauritanie de l'année 2021-2022. Déjà, j'ai une idée. Et après, j'ai l'étoile qui est à droite. J'ai cette étoile, on l'appelle la flèche. Et j'ai les petits chiffrons qui sont là. J'ai les petits chiffrons qui sont là. Et ça, on les appelle les Andes. Et j'ai les petits points qui sont en bas. Ça, on l'appelle, par exemple, on l'appelle la barre la barre de, la barre de, d'échelle. Donc, l'échelle, c'est la barre d'échelle. Et cette barre, elle est très importante. L'étoile, il est très important. Le titre est important. La légende est importante. Parce que tout ça, il permet à l'utilisateur de comprendre la carte. Toi, tu es géomaticien, tu peux faire la carte. Mais celui qui n'est pas géomaticien, c'est lui qui a besoin de la carte. Il ne sait pas comment lire la carte si elle n'est pas simple et elle n'est pas vraiment bien faite. Si il vient, il ne trouve pas cette partie, supposons qu'il ne trouve pas, je ne sais pas, est-ce que vous voyez la flèche de ma souris, il ne voit pas, il ne va pas savoir où est nord, où est sud, où est l'est, où est ouest. Il ne va pas savoir sur la carte. Parce que sur la carte, là, on ne peut pas dire ici que doit être Founanga Mauritanie, doit être Baleri, doit être Sahara, voilà. Mais quand il regarde, bon, le nord c'est en haut, le sud c'est en bas, donc l'est c'est à droite, donc l'ouest c'est à gauche. Voilà. Donc Founanga Mauritanie heri ko jongo nyamo, hirnango heri ko sa banya nano. Voilà. Déjà, il a compris. Il a compris vraiment l'orientation de la carte. Et il va voir la légende. La légende lui indiquera que chaque, chaque couleur représente quoi. Chaque couleur représente quoi. Déjà, il y a le trait rouge qui n'est pas clair sur la carte de la Mauritanie. Le trait rouge, c'est qui est écrit limite MRT. Donc, le trait rouge lui dit ça, c'est la partie, c'est la Mauritanie en global. Ça limite la Mauritanie. Et après, il y a eu les verts un peu petits, il y a eu les verts très clairs, il y a eu des jaunes qui sont foncés jusqu'à arriver en bas. Et là, il va se dire que donc les verts représentent des zones vraiment quoi? Il y a 16 virgules et jusqu'à 90 virgules. Donc les verts, comme on sait souvent, même dans les feux rouges, on dit que les verts c'est go, il n'y a pas de problème. Les jaunes, c'est attendre, peut-être il y a danger, attends. Le rouge, c'est vraiment dangereux. Donc le vert ici, ça se dit qu'il n'y a pas de pluie, il y a eu un peu de pluie.
Et là, c'est vraiment compréhensible. L'année 2021-2022, on avait eu vraiment des pluies, je me rappelle. On avait eu un peu de pluie en Mauritanie. Mais c'est qu'on avait compris aussi que la partie triste du mot, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et ça, c'est le cas de Zouérat. Il n'y a pas toujours beaucoup de pluie. Il y a plus de chaleur que de pluie là-bas, si je ne me trompe pas. Donc, il va dire, du côté de Zouérat, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Le maximum, c'était 90 millimètres pour toute une année. Ça, c'est peu. 90 millimètres pour toute une année, ça, c'est peu. Mais quand on passe jusqu'au le sud, vraiment au sud, du côté de Sénégal, il va trouver de 612 jusqu'à 686. Donc, c'était la partie la plus qui a eu plus de pluie à cette époque. Donc, à partir de cette carte seulement, on peut gestionner déjà les ressources en eau de la Mauritanie. Parce qu'on sait déjà si 2021-2022 c'était comme ça, on va voir 2022-2023 c'était comment. Et l'année suivante c'était comment. Et les années précédentes, on peut même prendre depuis 1900 pour comprendre les zones qui avaient toujours plus de pluie. Ces zones-là, on va aller construire des barrages pour stocker l'eau, que ce soit souterraine, que ce soit superficielle. Donc déjà là, il y a une idée. Mais quand un vrai géomaticien vient regarder cette carte, d'abord il va dire que cette carte elle n'est pas bien faite. D'abord l'échelle gars, c'est pas une échelle. Bon, je vais pas parler de l'importance de l'échelle. Désolé encore. L'échelle, elle permet vraiment de montrer les informations sur la carte. Les informations sur la carte. L'échelle, si elle est grande, si l'échelle est grande, les informations seront très petites. Euh, on n'aura pas beaucoup d'informations, mais ils seront vraiment très clairs. Mais si l'échelle elle est très petite, on aura plus d'informations, mais moins claires. Par exemple, ici, c'est 0 jusqu'à 69 km. C'est l'échelle de 69 km. C'est-à-dire que c'est presque 1 sur 5, 1 sur 5000 en réalité. 1 sur 5000 en réalité. Donc ça, c'est très intéressant. Mais elle n'est pas bien faite parce que l'échelle ne peut pas prendre des pointillés comme ça. Un deuxième exemple qui nous montre ici le bassin versant de la ville de Selibad. Donc, les bassins versants, on connaît leur importance. Donc, quand on... tout ça, ce sont des images satellitaires qui nous ont permis de faire ces cartes-là pour voir l'importance des pluies et comment est le bassin versant du Célibab. Donc, quand je regarde ce bassin versant, je peux trouver le point crête, je peux trouver le point le plus faible, là où l'eau sera stockée, ou bien, donc, à partir du bassin versant, je peux comprendre. Mais ça, c'est autre chose, on ne peut pas rentrer dans ça. Mais quand je regarde l'échelle qui est à droite en bas, elle est plus claire que l'autre. Donc, elle est plus bonne que l'autre. Donc, et là, comment c'est la carte d'occupation du sol. Donc, cette carte, elle met en place la végétation, eau, les routes, les bâtiments, les sols nids et d'autres choses. Mais cette carte, elle est faite automatiquement. C'est-à-dire que tu rentres les informations dans le logiciel qui est dans ton PC, tu rentres les informations dans ce logiciel et tu croises les bras. Tu laisses le logiciel faire son travail. Et enfin, il sort, il te dit voilà le résultat. Mais toi, tu devrais prendre ces informations et les comparer sur la réalité. Tu les compares du terrain pour comprendre, pour confirmer c'est exact où. Parce que sont pas vraiment, il ne peut pas être exactement comme tu le veux. Parce qu'il y aura forcément des ambiguïtés. Et là, il va les créer à partir de quoi? À partir du signalement. Chaque signal récit, il connaît cet signal, c'est un signal végétal. Ça, c'est un signal en eau, signal en bâtiment, signal en route. Donc, ces informations, il les sort comme ça. Donc, c'est une carte. Là où on est, c'est la ville de Gabès, la ville là où on est actuellement. Donc, mais quand on regarde, voilà la carte qu'on a fait manuellement. On l'a fait avec le... Là, on n'a pas rentré les informations. C'est nous qui l'ont tracé.
lorsqu'on l'a tracé, on l'a comparé, on a trouvé que c'est un tout petit peu pareil. Même si les informations, on n'a pas tracé toutes les informations, mais quand on regarde, le bleu, c'est l'eau, ici. Et quand on regarde le gris, ce sont des bâtiments, ce qu'il a dit. Les gris, ce sont des bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le gris, c'est habitat. Habitat et bâtiment, ici, c'est la même chose. Le vert, il a dit c'est végétation. Alors ici, le vert, espace vert. Donc, espace vert, ça peut être végétation aussi. Et le noir, qu'est-ce qu'il a dit? Le noir, il a dit c'est le route. Ce sont les routes. Et nous, le noir, on l'a tracé en trait. On a dit ce sont des routes. Donc, ça, c'est confirmé. C'est qu'on a tracé, et ce que l'ordinateur a tracé, c'est exactement presque pareil. Mais on peut encore aller sur le terrain pour comprendre. Donc, le logiciel utilisé. Donc, le logiciel utilisé, on va parler de l'ArcGIS. De monsieur qui? Dangermon. Dangermon, leur première fois, ils ont créé le logiciel ArcGIS qui a une interface bleue comme ça, et écrit ArcGIS. Ce logiciel est parmi les logiciels les plus intéressants, les plus efficaces des logiciels de cible. Mais ce n'est pas un logiciel open source. Pourquoi ce n'est pas un logiciel open source? Pour l'avoir, il faut l'acheter. Bon, on peut l'avoir sans les acheter, mais si on ne l'achète pas, on ne va pas trouver tout ce qu'on veut dans ces logiciels. Ok. Il y a aussi le Quantum JS. Le Quantum JS, lui, c'est un logiciel canadien. Ça, c'est un logiciel, l'ArcGIS, c'est un logiciel états-unien. Mais le Quantum JS est canadien. Lui, c'est un logiciel open source. Open source, premièrement, on peut les modifier. C'est-à-dire que toi, actuellement, si tu es en informatique, tu peux créer un modèle, tu le mets dans ce logiciel et tu peux le trouver facilement en ligne et tu l'utilises, tu le télécharges, tu l'utilises. Tu n'as pas besoin de payer, c'est facile de l'installer. Il y a aussi le HackMC, ça c'est un logiciel qui est vraiment spécifique sur les catastrophes naturelles, surtout les inondations. Comment calculer le débit, les précipitations, tout ça. Donc, on parle aussi de logiciels de télédétection. Il y a eu l'envie. L'envie aussi, il vient de Esri. C'est un logiciel d'Esri aussi. Et donc, c'est un payant. Quand on parle de ça, c'est un payant. Et lui aussi, lui, il permet de laver, disons laver, donc diminuer les ambiguïtés qui contenues dans les images satellitaires pour le rendre plus visible, pour le rendre plus clair et pour le rendre plus utilisable à des fins qu'on a besoin. Il y a Snap. Snap, c'est Sentinel Application Platform. Donc, c'est un logiciel DESA. Celui-là, c'est un logiciel gratuit, c'est un logiciel open source, c'est un logiciel européen. C'est un logiciel que le système européen qu'ils ont appelé Copernicus, ils ont mis en place juste pour la surveillance de la Terre. Bon, ils ont mis des satellites en place pour la surveillance de la Terre. Et ils ont créé un logiciel qui traite les images de ces satellites-là pour faciliter la tâche. Donc ces satellites, ils parlent de Sentinel. Je pense qu'ils ont lancé leur premier satellite en 2014, oui. En 2014. Ils ont lancé leur premier satellite en 2014. Donc, c'était le Sentinel 1. Maintenant, ils sont à Sentinel 6, je ne sais pas, 6 Bega. Donc, lorsqu'ils ont lancé, ils surveillent la Terre et ils ont des images plus claires que le satellite précédent. C'est-à-dire de Landsat, de RDS, de SAR, tout ça. Sentinel est plus clair. Il a plus de bonnes images. Et ce sont des images open source aussi. On peut vraiment les avoir sans payer et sans se déplacer en ligne et utiliser comme on le veut. Donc, pour la photogrammétrie, on peut parler de l'Agisoft MetaShade. Ça aussi, c'est un logiciel payant, mais aussi on peut le trouver aussi sans payer, mais c'est un logiciel payant. Cette logiciel, elle prend des images de drones pour vraiment les utiliser, tirer des informations et créer des cartes de 3D. On parle de cartes 3D, c'est-à-dire si on crée une carte de 3D, on va comprendre. On va voir par exemple des bâtiments, on va voir des zones très élevées
Ici, c'est élevé, ici, c'est pas élevé. Donc, des bâtiments et des zones élevées. Tout comme Pixford et Mayport. Tout comme c'est la même chose. Ils ont le même rôle, mais MetaShape est le plus easy. MetaShape est le plus important parce qu'il offre des choses que Pixford n'offre pas. Et il y a d'autres logiciels qu'on n'a pas cités et c'est très bien. Donc, arrivé à cet stade, on peut dire que vraiment la géomatique, c'est c'est un domaine multidisciplinaire très intéressant dans la vie. Elle nous permet de prendre des décisions vis-à-vis de phénomènes naturels. Elle nous permet de prendre des décisions vis-à-vis de phénomènes qui ne sont même pas naturels. Elle nous permet de prendre des décisions ou bien de gérer, de gérer nos besoins. Elle nous permet de construire, de concevoir des outils. Elle nous permet vraiment de, pour se simplifier, elle nous facilite la vie. Pour nous simplifier, elle nous facilite la vie. Donc, tout ce qu'on a résumé sur cet séminaire, c'est vraiment des choses très résumées. Je n'ai pas vraiment rentré dans le détail et je ne sais pas est-ce que vous avez compris et je ne sais pas aussi le message que je voulais faire passer est vraiment passé. En conclusion donc, comme on a dit, c'est un domaine essentiel. Essentiel sur quoi? Elle est essentielle sur la collecte, elle est essentielle sur la gestion, elle est essentielle sur l'analyse. Elle offre vraiment de nombreuses applications dans divers domaines. Vraiment. Donc la géomatique, c'est le cœur de compréhension de la gestion de notre environnement. Pour gestionner notre environnement, vraiment, si on faisait appel à la géomatique, ça nous facilite les tâches. On n'a pas besoin de faire casse-tête. C'est très facile, c'est très utile. Euh, bon, j'ai vraiment parlé comme si on était dans un cours, mais mon objectif c'était justement de faire passer l'information sur la géomatique pour faciliter le choix des futurs étudiants. Donc, Inch'Allah, on aura des personnes qui auront la chance d'être choisies pour aller au Maroc ou pour aller à la Tunisie ou à l'Algérie. Donc, une fois que tu es choisi pour aller dans ce pays, ou bien même France, une fois que tu es choisi pour sortir de la Mauritanie et continuer tes études, c'est très difficile. C'est très difficile de faire le choix du filière que tu veux faire. C'est que, bon, maintenant je vais rentrer dans cette partie parce que ça m'est arrivé. Au moment que je devais venir ici, je ne voulais pas vraiment me sortir du domaine de l'eau. Tout ce que je voulais, c'est de continuer dans le domaine de l'eau. J'étais déjà sorti de gestion et traitement des eaux. Et bon, je dis que j'avais vraiment des connaissances sur ça. Et je voulais continuer dans cette domaine. Lorsque on m'a donné des informations de l'institut là où je suis maintenant, on m'a donné quatre masters du moins. Il y avait celui que j'ai fait, géomatique et eau et environnement. Déjà, j'ai vu eau et environnement. J'ai dit là, je l'aime. Il y avait le master de recherche qui est eau, sciences des eaux, tout simplement. Il y avait un autre master qui est sciences techniques des eaux. Il y avait un autre master qu'on appelle IMPD, donc irrigation maintenance par distance. Mais j'avais eu des problèmes à choisir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'informations sur le filière. Maintenant, moi, ce que je propose, les gens, les personnes qui ont eu la chance de sortir du pays, aller faire des masters à l'extérieur, moi, ce que je propose, qu'on fasse des séminaires de présentation de ces masters-là. Moi, comme par exemple, aujourd'hui, j'ai eu la chance un peu de présenter ma filière. Quelqu'un d'autre devrait faire la même chose pour un jour s'il y a l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs qui a la chance d'être sélectionné pour aller vers ce pays où on est, lui facilite la tâche. Maintenant, s'il veut choisir le master qu'on lui a présenté, c'est très facile parce qu'il connaît toutes les informations sur ces masters. Et il connaît l'importance de ces masters. Et il connaît tout sur ces masters. Il peut aller le choisir ou bien les informations qu'il a collectées sur ce master lui permettront d'éviter ces masters parce qu'il n'aime pas, à cause de ces informations, il n'aime pas. Il va aller sur d'autres. Donc, il y a un choix en moins déjà. Et aussi, je reviens sur l'importance. Qu'est-ce qui rend aussi géomatique vraiment important? Ce qui lui rend important,
c'est ça l'automicité. L'automicité, c'est-à-dire, si tu es un géomaticien, tu, ah bon, si tu as un peu de calice, tu peux être autonome. Même si tu n'as pas de calice, je me dis, même si tu n'as pas de l'argent, tu peux être autonome. Mais si tu as de l'argent, ça devient plus facile. Tu deviens autonome carrément. Si tu n'as pas de l'argent, tu fais comme monsieur Dangermore et sa femme, ils avaient fait. Ils ont créé un cabinet de consultation, de conseils géographiques. Et toi, tu crées un cabinet euh, qui fait quelque chose sur la géométrie. Tu peux prendre, tu peux faire de formation. Et je vous dis, c'est très demandé. Actuellement, si tu passes à Nouakchott, et tu passes au ministre de l'Habitat, et tu lui dis que tu vas voir qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle administration, je ne sais pas, pour faire des limites comme ça. Et là, ça fait appel directement à la géométrie. Ça fait appel au logiciel géométrique. Tu peux créer ces limites. euh, Tu peux créer tes limites, tu les donnes de chaque file, tu donnes des données très faciles et très accessibles. Et voilà, on te paye. Et toi, tu es satisfait. Donc, l'automicité des géomatiques est très intéressante. Et la disponibilité des données de géomatique est très intéressante. Mais il y a des choses pour les obtenir, il faudra passer à la commande. C'est là l'argent intervient. Et donc, sinon, pour quand même être autonome avec géomatique, tu as besoin vraiment des outils très intéressants. Tu as besoin des connaissances qu'on a parlé et tu as besoin des machines. Voilà. Ça, c'est l'importance en fait, de cette filière. Je vous vraiment remercie et je vous demande pardon parce que j'ai remarqué que je parle rapidement. Peut-être il y aura des gens qui ne comprennent pas qui ne comprendront pas mon explication. Et, si vraiment ça est arrivé, je suis désolé. Mais s'il y a des questions, on peut passer à cette section de questions actuellement. Je vous remercie. Merci d'avance à tout le monde. Merci Saïdou pour cette belle présentation. Vraiment, on n'a pas les mots. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever vos mains. Il y a Jibril qui lève son main. Jibril, à toi l'honneur. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les activités se passent de très bonnes conditions. D'abord, je voudrais remercier Saïdou pour cette très belle présentation. Aussi, j'encourage les autres de faire la dicton qui dit. Le vrai but des études, c'est pas de savoir en fait, c'est l'action que nous allons poser à la fin de nos études. Et j'ai félicite vraiment Saïdou en fait, c'est un acte tellement noble. La présentation était Jibril, on t'entend plus. magnifique aussi. Bon. Moi, Jibril, on t'entend pas. Jibril. Je pense qu'il a un problème. C'est ce que je pense moi aussi. En attendant, les autres, vous avez des questions? Rapproche-toi. Bon, vous m'entendez maintenant? Bon, je voulais dire, Saïdou, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et aussi,
Moi, j'ai une question à propos des SIG. Pour ce domaine-là, est-ce qu'il y a il y a des filières qui parlent de ça dans le pays au niveau de la Mauritanie? Est-ce qu'il y a des filières qui parlent de ça? Oui. Et Bah, pour arriver à s'intégrer dans ces filières, comment faire? Parce bah, que moi, ce que je vois à l'FST, il n'y a pas de géographie là-bas. Gé- Géomatique, bah, plutôt, je dirais que là-bas, il n'y a pas de géomatique. bah, bah. Euh, Merci. Pour commencer, je ne dirais pas qu'il y a des filières qui parlent de la géomatique exactement, mais à l'époque, je ne sais pas vous, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir ça, mais à l'époque du JETA, on avait eu la chance, nous, d'avoir le SIG. On avait eu la chance aussi de faire de la télédétection, mais on n'a pas rentré dans le cœur. On a seulement vu la base, la définition, les mots qui le composent, parce qu'il y a des mots qui composent le SIG. À partir de ce mot, chaque mot, tu vas le définir, il peut prendre en leçon, une leçon dimanche. Chaque mot peut prendre une leçon. Donc, à partir de ça, on a quand même eu la chance d'avoir un peu d'idées sur ça. Et on a eu la chance aussi de faire un logiciel de SIG qui s'appelait MapInfo. J'espère que certains ont eu la chance aussi de le faire. Mais c'est un logiciel plus ancien que les logiciels que j'ai cités dans les exemples. Et donc, il y avait cette partie quand même qui parlait de ça. Et maintenant, au sein de la Mauritanie, ce qui les fatigue, ce qui est vraiment pas cool, je dirais, c'est que quand ils veulent faire de cartes ou bien ils veulent faire des missions qui parlent exactement de la géomatique, ils vont faire appel à des personnes de l'extérieur. Premièrement, ils payent cher. Deuxièmement, ça ne donne rien. C'est-à-dire que si tu payes quelqu'un de l'extérieur, il vient faire un travail pour toi. C'est pas ce travail seulement que tu as besoin. Un jour, tu as besoin d'un autre travail. Donc, si tu as la jeunesse mauritanienne, au moins des personnes qui se sont intéressées et fait de formation sur ces domaines-là, ou bien lorsque tu as amené cette personne pour qu'elle te fasse ce travail-là, elle te fait la formation sur ce domaine, ça te facilite. Un jour, s'il y a quelqu'un, il y a des bureaux d'études aussi qui ont de ça. Je pense qu'il y avait Madame Fatmet, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez rencontrée à FST? Une dame très méchante, franchement parlant. Euh, bon, c'est elle qui nous a appris SIG. Je pense qu'elle a un bureau d'études exactement sur le SIG, euh, sur le système d'information géographique, mais elle n'est pas spécialisée en géomatique, donc elle est limitée. C'est ça. Ok, merci beaucoup, Saïd. Maintenant, Jibril, est-ce que tu nous entends? Euh, désolé. Il faut continuer ta question. Oui, désolé, bon, le réseau n'est pas du tout stable là où je suis. Bon, la question c'était sur ce qu'on appelle la cartographie, je pense, la géolocalisation. Parce que j'avais commencé à rédiger un projet sur ça. Le but c'était de localiser toutes les pharmacies qu'on peut trouver dans la ville. Bon, je pense que vous avez parlé ici de la cartographie ou de la satellite et tout. Bon, ma question c'était comment je peux localiser toutes les pharmacies qui sont dans la ville ici facilement en fait. Comment je peux localiser toutes les pharmacies ici qui sont dans les villes. C'était ça un peu la question. Je ne sais pas si ça concorde avec votre domaine, mais je vois que vous avez parlé ici. Merci. Oui, j'ai compris.
Bon, pour localiser ces pharmacies-là, toi, tu es la première personne à faire cette étude. Donc, pour localiser ces pharmacies, il y a deux à trois choses. Premièrement, il y a une plateforme qu'on appelle Google, comment dirais-je? Attendez, j'ai oublié un peu le nom. Donc, il y a une plateforme qu'on appelle Google Earth Pro. Donc, Google Earth. Il y a une plateforme qu'on appelle Google Earth. D'abord, si tu rentres sur ces plateformes, tu vas avoir, tu veux voir la ville de Nouakchott, tu vas la voir comme si tu es aussi de la ville. Euh, et là, tu vas voir des choses que tu veux voir. Si tu cherches de pharmacie, tu peux voir une pharmacie, ou en pharmacie du moins. Si tu veux voir un instant, tu vas le voir. Et ça va prendre du temps. Mais à chaque fois que tu vois ces pharmacies, quand tu cliques sur les pharmacies, il va te donner exactement les coordonnées de cette pharmacie. Donc quand il te donne, tu les mets à place. Au fur et à mesure que tu collectes toutes les pharmacies à partir de cette plateforme, tu peux maintenant créer une base de données de pharmacie de la ville de Nouakchott. Cette base de données sera une carte. Ces cartes, il y aura d'abord des routes qui relient les pharmacies, ou bien les routes qui vont aller sur ces pharmacies, et les points de pharmacie exactement, la localisation des pharmacies exactement. Et donc, la prochaine fois, si la personne vient, elle verra que la carte que tu as mis en place, ou bien la base de données que tu as mis en place, elle regroupe ces pharmacies-là. Ça, c'est le premier partie. Ça, c'est une des parties, une des méthodes que tu peux utiliser. La deuxième méthode, c'est que tu vas aller sur le terrain. Ou bien tu vas prendre une équipe, tu les divises. Ils vont sur le terrain. Ou bien, si tu trouves les numéros de chaque formaticien, ce qui est encore plus difficile, tu lui dis de t'envoyer la localisation ou bien le coordonnées exact de la formation. Et les coordonnées exactes, quand il rentre, comment dirais-je, dans Google Maps ou bien dans Google Street Map, euh, il va voir les coordonnées exactement. Ou bien quand il rentre dans le Google Earth que j'ai dit, il va voir les coordonnées de sa pharmacie. Et là, il va te envoyer ces coordonnées par GPS. Ou bien tu prends à partir de GPS aussi, si tu as une équipe, elle va aller sur le terrain. À chaque fois, elle t'envoie des localisations à partir de GPS, à partir de là que tu crées tes cartes. Mais quand même, pour le localiser exactement comme ça, sans la faire la base de données, c'est impossible pour l'instant. Il faut que une personne arrive à faire la base de données. Et toi, quand tu trouves la base de données, ça devient très facile pour toi. Tu vas les localiser. Et ces bases de données, il y aura des cartes qui te donnent cet endroit, ces points, c'est une pharmacie. Et cette route mène à cette pharmacie. Il te donne le nom, la localisation et surtout toutes les informations que tu veux sur cette pharmacie. Mais comme les localiser comme ça, tout simplement avant la base de données, pour moi, c'est impossible. Il faut des études d'abord pour faire la base de données. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, Saïdou, vous avez très bien même répondu. Vous avez très bien répondu. Bon, la deuxième question, c'était à propos, est-ce que je ne peux pas développer une application plutôt, une application qui peut réunir toutes les formations dans une seule endroit en fait. Du coup, ça sera un peu facile pour les gens d'une fois de cliquer. Si tu cliques dans l'application, là, tu sauras la formation qui est ouverte. Aussi les bases de données, ça veut dire les bases de données des médicaments qui composent cette formation et tout. Est-ce que c'est possible de faire une application qui réunit toutes les formations dans une seule endroit en fait? Très bonne question. Très. Avant de commencer de répondre, je vous demande de faire vite parce qu'on a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que prévu. D'accord. Du coup, et aussi, si ça fait tard, il faut que vous fassiez. D'accord. Même minuit moins 3 minutes. D'accord. C'est une très bonne question, Djibril Diallo. Bon, une appli qui réunit les pharmacies. Déjà, tu m'as posé une question. La dernière fois, on a fait un hackathon sur ça. C'était pas des pharmacies, mais notre hackathon s'est basé sur
la géolocalisation des arbres. Donc, c'était sur une zone de oasis. Donc, cette appli, quand on la crée, une fois elle est créée, elle est capable d'identifier les arbres, les bâtiments, le point d'eau, tout ce qui existe là-bas, elle est capable. Quand tu vois, quand tu cherches un arbre du moins, directement l'application va te dire ça, c'est un arbre. Et s'il y a la disparition de cet arbre, l'application te donne un message, il dit qu'il y a des arbres qui ont disparu. Il y a des faits. Il va te dire il y a eu des faits dans cette zone, donc tu peux intervenir. Donc, pour revenir à ta question, si tu crées une application, donc on va parler là de modèle de l'intelligence artificielle d'abord. Et cette modèle, elle va permettre exactement d'identifier les pharmacies. Donc, c'est courant et c'est pratique. Tu peux créer même, bien sûr, une application qui met en évidence et qui met en place les pharmacies et surtout les pharmacies, ce qu'ils vendent même. Maintenant, c'est à toi, le développeur, comment tu as développé ton application qui va être très intéressant. Tout ce que tu mets, ça marche. Voilà. Oui, merci Saïdou. Je pense qu'on doit continuer le débat en privé en fait, parce que j'ai beaucoup de choses à vous demander en fait à propos de ça. D'accord. Ok, merci pour le vote. Je m'excuse d'avoir pris un peu du temps. Il n'y a pas de problème. D'accord, Jibril, merci beaucoup pour tes questions. Et les autres, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Il y avait Kumba qui avait levé sa main et il y avait Imani qui avait levé sa main aussi. Il y a Simani. Simani, à toi l'honneur. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Bon, je voulais encore, comment dirais-je, mon question c'était est-ce que la SIG, non, la géométrique engendre ce qu'on appelle la SIG aussi et la cartographie, ou bien c'est une autre science qui a presque la même, comment dirais-je, la même, oui. Je n'ai pas bien compris la question. Vous pouvez répéter? Je voulais poser, mon question c'était est-ce que la géométrie engendre tout ce qui est en SIG ou en cartographie? Parce qu'on sait que vous avez dit que la géométrie permet de stocker, d'analyser aussi et de présenter des données géographiques. Alors qu'aussi la SIG, c'est presque les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire. Ok. Pour comprendre, la géométrique, c'est pas une matière. La géométrique, c'est un domaine. Donc, le domaine, il est composé de quoi? Il est composé de quoi? Il est composé de SIG, de la télédétection, de la cartographie, de la photogrammétrie. Donc, tout ce qui est de cartographie est dans la géométrie. Tout ce qui est de SIG est dans la géométrie. La géométrie ne peut pas exister actuellement, il ne peut pas exister sans le SIG. Voilà. Ok, merci beaucoup, Abidjara. Yeah. Ok, merci. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Saïdou, encore une fois, merci beaucoup pour cette belle présentation. N'est-ce pas, vous m'entendez? Ok, merci, on a beaucoup compris. Ouais. Et j'espère que les autres aussi vont le faire. J'espère vraiment qu'on essaye de faire des sensibilisations et des séminaires. J'avais programmé ça avec d'autres étudiants et on va essayer de faire ça, Inch'Allah, parce que c'est très important. Et surtout sur les orientations. Tu quittes ta pays et tu viens dans un autre pays et tu te trouves avec des filières que tu n'avais pas programmées. Tu te trouves avec des filières vraiment qui n'ont pas de relation avec ce que tu as étudié au master.
D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé moi aussi. J'avais programmé de faire mon master en biologie, mais maintenant je me trouve ici avec une filière de chimie, chimie des matériaux. J'espère vraiment qu'on va essayer de sensibiliser les gens avant de venir et de leur dire quoi faire une fois arrivé ici. Et ça, c'est très important, surtout sur les bourses de quotas aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui ratent les bourses, qui on ne peut pas